Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, il va être question du deuxième long métrage de monsieur Alain Corneau, sorti il y a 50 ans, à quelques semaines près, Police Python 357. De ce metteur en scène, je n'avais vu jusqu'ici, je crois, que 2 films, à savoir Série Noire, grand chef-d'œuvre hein, avec Patrick Devers, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, et à la télé, il y a plusieurs années maintenant, Le Prince du Pacifique, pas tout à fait le même genre. Voilà, à l'époque je l'avais fantasmé comme une sorte de spin-off suite indirecte d'un Indien dans la ville, mais c'était beaucoup moins bon. Mais Alain Corneau, voilà, il venait de débuter dans le cinéma, je crois 2 ans auparavant, avec une œuvre de science-fiction. Et là, il déploie ce qui sera son style, je pense, pendant quelques années, tout du moins, en mode film très noir, un peu sombre. En tout cas, ici, c'est un polar, hein, d'où le titre Police Python 357. Et dans ce rôle, parce que finalement, c'est un petit peu, on pourrait le qualifier de surnom, si on veut, de ce flic, de cet inspecteur, là, pour le jouer donc Yves Montand, qui est caractérisé par ce flingue, un Colt Python 357, et par son rôle dans la police. C'est à peu près tout, très solitaire, on reviendra sur ce point. À ses côtés, mais pas directement à ses côtés, il ne joue pas un couple dans le film, Simone Signoret, voilà, parce qu'ils étaient ensemble hein, depuis déjà plusieurs années, et ils le resteront jusqu'à ce que l'un des deux meure, je crois que c'est Simone Signoret hein, qui meurt avant. J'ai un doute, mais bon bref. Très marquant quand même, hein, à un moment dans leur réunion vers la fin du film, je n'en dis pas plus. Je préfère préciser d'emblée qu'il y aura une zone spoiler assez rapide parce que je ne sais pas à quel point je peux révéler les pans de l'intrigue ici. J'ai pas lu de synopsis court et je n'ai pas vu de bande-annonce et je sais que certaines personnes là, qui me regardent sont très sensibles à ne pas trop en savoir en écoutant mes vidéos. Récemment, je me suis fait un petit peu engueuler alors que pourtant je n'avais pas spoilé grand-chose. Hein. Mais comme toujours, hein, regardez les timecodes, hein, voilà, lisez les descriptions des vidéos, c'est important. Dans des rôles secondaires ou pas, pas vraiment, enfin très principaux quand même, François Perrier, le commissaire, Stefania Sandrelli, alors une photographe, artiste là qui va rencontrer le personnage d'Yves Montand, et on va reconnaître, ou pas, parce que je sais pas si je l'avais déjà vu ailleurs, mais un acteur allemand ici, au nom très français, Mathieu Carrière, qui est doublé d'ailleurs par Bernard Murat, et quelques rôles secondaires, il y en a un qui pop très vite, mais alors le temps d'une toute petite scène, c'est Michel Suche, qu'on peut voir dans Les Bronzés, notamment. Les Bronzés 1 et 2. Hein. Je sais pas s'il était dans le 3, j'en sais, ce film-là, j'ai oublié. Bref, nous sommes ici dans un film très âpre, forcément, proche de Série Noire hein, sur certains points, avec un personnage principal un peu paumé, perdu, solitaire, mais quand même, lui, il a un boulot où il est impliqué dedans. Ce qui n'est pas trop le cas de Patrick Devers en tant que... je sais plus ce qu'il faisait, colporteur, quelque chose comme ça, bon bref. Il est caractérisé, donc notre cher Marc Ferraud, dès le début, comme quelqu'un qui vit vraiment enfermé seul dans sa petite maison, il ne rend de compte à personne, et il fait très bien son boulot. On le voit s'occuper de ses armes, et de se faire cuire des œufs au plat au début, ça donne le ton. Et un beau jour, alors que, disons que c'est le gars qui veut c'est pas qu'il veut se faire justice lui-même, il y a un côté vigilante un peu, hein, indirectement dans son personnage, c'est peut-être aussi les années 70 qui veulent ça, mais il va intervenir contre l'avis, peut-être, hein, de sa hiérarchie pour coffrer un duo qui va piller les églises. Et de façon très... On le voit dans la nuit, là, comme ça, se faufiler. Il y a un plan assez étrange sur le fessier d'Yves Montand à ce moment-là. Voilà. Et ça m'a marqué. Je sais pas pourquoi. La façon dont c'est filmé, c'est assez direct quand même. Et il va voilà, réussir lui-même à mettre fin à ce gang de 2 personnes. Bon, il va se faire un peu taper sur les doigts, mais quand même. Hein, voilà. Sauf que sur cette nuit-là, très nocturne, hein, très film noir, sombre, il va être pris en photo par une dame qui qui prend des photos, qui expose ensuite c'est une artiste qui s'appelle Silvia Leopardi, qui est d'origine sicilienne apparemment. Et après, il se rend compte, Ferraud, qu'il a été pris à son insu en photo, ça pourrait peut-être lui porter préjudice. Il va rencontrer Silvia, et les deux vont entamer une relation qui va être peut-être très compliquée, parce que derrière, là, c'est un peu le hasard, hein, ici, d'un scénario. Il va y avoir, de tenants en aboutissant et de cause en conséquence, toute une intrigue qui va se dérouler et démêler autour donc de Ferraud, Silvia, certes, mais aussi peut-être d'autres personnes de son entourage. Et donc, voilà, après, on va dresser le décor du reste. Hein.
notamment son supérieur, le commissaire, qui vit dans cette petite demeure, là, une bonne petite demeure quand même, hein, avec son épouse, jouée par Simone Signoret, qui est invalide. Voilà, elle est dans son fauteuil, et on sent qu'il y a une tension ou quelque chose de très immobile. Il y a une idée d'immobilité aussi, en plus de la solitude, dans les thématiques là, même dans une réplique qu'elle sortira à un moment dans le film. Et évidemment, ces personnages vont avoir une importance au-delà même peut-être donc du contexte policier. Tant et si bien que Ferro, déjà enfermé dans sa petite vie personnelle, va encore plus être enfermé dans ce qui va se passer par la suite, dans cette relation surprise qui le sort en fait, hein, aussi de ce train-train, une passion qu'il noue avec Sylvia, mais cette passion, finalement, le sortant donc de son isolation, si vous voulez, personnelle, va le prendre encore plus dans un étau qui va se resserrer contre lui, de manière ou d'une autre, tant et si bien qu'il va devoir vraiment agir en cavalier solitaire, déjà qu'il l'était, mais fois 1000, quoi. C'est exponentiel en fait, plus on avance dans le film. Dans une œuvre évidemment qui joue sur ces décors très resserrés, et sur cette tension, c'est un petit peu, c'est pas forcément très joyeux et forcément comme film, mais c'est vrai que ça prend son temps, c'est intéressant dans le rythme qui fait durer les choses et qui va même donc enfoncer le clou tout en essayant quand même d'approfondir les personnages. Et même là, le collègue de Ferro, qui est joué donc par cet acteur allemand ou non français, qui va aussi gagner en importance là-dessus. La façon dont Ferro d'ailleurs agit un peu seul dans des enquêtes différentes, surtout la principale qui nous intéressera après dans le film, va énerver désormais, on va le nommer un Ménard, un acteur allemand donc là, et voilà. Mais clairement Ferro il l'envoie balader et puis Ménard, voilà, il y a quelque chose qui va faire que c'est bien écrit là-dessus, vraiment. Et en parlant de l'écriture, c'est quand même un grand scénariste et aussi écrivain hein, qui est derrière, Daniel Boulanger, accompagné d'Alain Corneau. Donc, quelque part, là, c'est un film d'auteur aussi. Et c'est adapté d'un roman qui s'appelle Le Grand Horloger de Kenneth Fairing, que je n'ai pas lu du tout. Mais bon, voilà. Alors, ce que j'en ai pensé, c'est pas le plus important ici, peut-être, c'est que c'est vraiment, voilà, on est tenu en haleine, quand bien même certains moments tu vois un peu les choses, et tu te dis, oui, c'est bien aussi de prendre son temps, mais est-ce que des fois ça justifie la prise de temps de certaines choses? Bon, mais quand même, arrivé au bout, tu te dis que ça fonctionne fort bien, dans l'ambiance et l'atmosphère déjà, comment c'est dépeint petit à petit, par bribes comme ça, l'introduction des moments évidemment choc, la finalité, sur laquelle je reviendrai dans la zone spoiler qui va être chargée et qui va donc pas tarder. Et tout ceci matiné donc d'une photographie qui colle parfaitement à l'ambiance et qui est gérée par Étienne Becker. Alors je vais vérifier un truc, est-ce que c'est lui qui le retrouvera ensuite sur Série Noire? Alors, évidemment le monsieur il a fait 36 000 trucs, donc pour trouver sur la page Wikipédia, je vais galérer. Il a fait le jouet de Francis Weber, mais c'est pas tout à fait le même genre. Apparemment, non, c'est pas lui sur Série Noire. Mais bon, il y a un truc quand même. C'est pas tout à fait le même style de photographie de toute façon. Série Noire, c'était encore plus terne, je trouve. Là, c'est film noir, polar. Voilà. Donc ça colle parfaitement, en plus avec la BO, très étonnante, mais très quand même potentiellement reconnaissable aussi. Ça dépend comment vous faites attention à certaines tonalités du fameux Georges Delerue, hein, qui n'a pas fait que le mépris, loin de là, qui a été utilisé un petit peu de façon alternative ici, avec 2-3 thèmes vraiment très forts, et c'est avec parcimonie, c'est-à-dire que ça n'habille pas tout le temps le film. C'est ce que j'aime bien aussi, parfois, dans le cinéma, c'est que vous avez des BO, voilà, qui doivent arriver à des moments clés. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir tout le temps. Le film ose et s'installe dans des silences sans musique extragégétique. Et c'est un peu ce que je peux reprocher à certains films qui débordent de BO tout le temps, et au final on ne retient plus rien. Là au moins vous avez 3-4 thèmes comme ça qui fatalement vont marquer avec les scènes qui vont avec. Voilà, et je vais rentrer dans la zone spoiler qui va être multiple. Parce que bon, Ferro, là, il sort avec Sylvia, et celle-ci va être assassinée. Alors, c'est compliqué parce que c'est là où c'est vraiment très bien fait. Ce jeu de croisement, de jeu de chat et la souris ensuite. C'est-à-dire que on va voir que elle est déjà la maîtresse de quelqu'un. Et il s'avère au hasard, parce que là c'est vraiment du hasard, hein, mais bon, c'est ça hein, aussi la fiction, qu'elle est donc la compagne non légitime du commissaire joué par François Perrier, le supérieur de Ferro. Ce qui n'a, enfin sur le papier c'est vraiment le destin quoi. J'ai pas dit que ça n'a aucun sens, c'est juste
purement du hasard, quoi. Entre Paris et Orléans, il va se dénouer pas mal de choses. Et donc, ce commissaire va sentir que Sylvia voit un autre homme. Ferro s'impatiente aussi, donc il y a quand même un jeu de masculinité. Et Ferro lui-même peut l'être un peu toxique, évidemment. Et de fil en aiguille, le commissaire va assassiner Sylvia à coups de cendrier, par jalousie ultime, l'inhumanité absolue. Là, ça rentre vraiment dans quelque chose proche d'une forme de nihilisme aussi, ou de vision misanthropique de certains personnages là. C'est très dur, voilà. Et du coup, Ferro ne sait pas, c'est ça qui est passionnant, que c'est son supérieur qui a assassiné, qui était donc l'ancien amant. Et cet amant ne sait pas que Ferro était l'autre personne, voilà. Donc les deux, l'un ne sait pas que l'autre a fait ceci, et pendant tout le film, comme ça va se chercher et tout, jusqu'à des moments, évidemment, où ça va se révéler, ça va être brutal. À peine une révélation que bim, ça canarde, hein. Enfin, ça ne durera pas longtemps. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que forcément Ferro va être donc pris dans cet étau, va encore plus agir en solitaire, il va faire sa propre enquête, il va forcément surtout tout faire pour essayer de s'innocenter, parce que le pauvre, il n'a pas de bol ici, c'est que au moment où le commissaire tue donc sa maîtresse, lui il se bourre la gueule, alors qu'il y a un gars qui bouffe sa choucroute à côté, qui élève des cochons, des sortes de cochons dans le cochon, là. D'ailleurs, complètement bourré, Ferro il va libérer les cochons de l'agriculteur, c'est complètement ridicule, mais bon, il s'est pris une mine, quoi, et donc... voilà, il va revenir, enfin, il va laisser ses empreintes, enfin, c'est tout un bazar, donc en gros, tout pourrait l'incriminer, donc il va retourner sur place, il va tout brûler, il va effacer les preuves, et il va essayer aussi de comprendre et de savoir qui a tué Sylvia, donc il y a cette double quête-là, et en parallèle, vous avez ce commissaire, donc avec son épouse invalide, jouée par Simone Signoret, invalide, mais qui valide, paradoxalement, hein, cette relation qu'il avait avec cette maîtresse depuis plusieurs années, c'est-à-dire que voilà, il lui dit tout, c'est une surprise. Voilà, ben voilà, Sylvia, j'ai dû la tuer. Alors, et l'épouse, elle est là, alors qu'elle tolérait visiblement tout. C'est très dur, ça, quand même. Donc, elle va essayer d'aider son mari. Alors, c'est là, moi, le truc qui m'a le plus ému, on va dire, entre guillemets, dans ce film, c'est ce personnage de Simone Signoret, qui, pour ne pas être seul, parce que finalement, c'est l'autre face, enfin, sur une même pièce, vous avez deux faces. Vous avez le personnage d'Ymontan et celui de Simone Signoret. C'est pour ça que c'est drôle, c'est quand même le couple. Et à un moment d'ailleurs, le film nous les met sur le même plan de dos. Il y a une transition comme ça, d'une séquence à une autre, où ils sont, voilà, il y a une sorte de fondu de l'un à l'autre, quoi. C'est passionnant ça, parce qu'elle aussi, elle est dans cette solitude-là, mais elle refuse totalement de la vivre, même si elle l'est. Elle est bloquée là, et elle fait tout donc pour soutenir son mari qui avait une maîtresse, qui maintenant est tueur, comme si de rien n'était. Et ça c'est terrible parce que c'est le mal de sa propre bourgeoisie, c'est elle qui a apporté l'argent, hein. C'est elle qui était riche, on peut sentir que son mari l'a épousée pour ça, et que après il a profité de sa richesse pour aller voir ailleurs. Et elle, parce qu'elle voulait avoir cet homme, parce qu'elle avait peut-être un vrai amour passionnel avant, elle lui a tout excusé. Et c'est ça qui est terrible, parce que c'est de l'amour sans amour. Et voir ce personnage de Simone Signoret comme ça renvoie vraiment à son rôle dans Le Chat 5 ans avant, Le Chat, hein, dont j'ai parlé il y a quelques semaines sur la chaîne. Et c'est l'amour ultra désabusé. Elle essaye d'aimer, mais elle n'aime plus, et elle est là comme ça, immobile. D'ailleurs, à un moment, elle le dit, je suis comme Dieu immobile, ou Dieu est immobile, je suis comme lui. Enfin, il y a quelque chose de terrible là, c'est la matriarche absolue, qui est tout sauf vraiment l'épouse de son mari, quoi. C'est presque plus sa matriarche, sa mère, on sait pas trop, mais alors elle est dans un état, enfin, mentalement et moralement, c'est dur de la voir, et évidemment, plus tard, elle sera dépitée encore plus, parce que confrontation Ferro, Ganet, c'est quand le commissaire lui avoue. Alors il y a une histoire de montre pendentif là qui va faire que l'un va savoir que l'autre, etc. Et dès qu'il l'avoue, alors qu'il brûle une photo là, bah Ferro n'attend pas, il le bute là, parce que bah finalement c'était l'un ou l'autre. Donc c'est très âpre, c'est direct, c'est paf comme ça, tac. Ça c'est très Corneau aussi dans ce qu'il a fait un peu dans Série Noire, il y a des moments paf, et puis après ça attaque, ça tape quoi. Bon, sur plein de choses. Et après, ben voilà, l'épouse, elle va le voir, voilà, maintenant qu'elle est morte, qu'elle est seule, elle est morte. De toute façon, elle était déjà morte, mais elle est déjà morte quand son mari n'est plus là. Et elle va voir donc Ferro, et à un moment, il y a une scène dans la voiture où on a enfin le personnage de Montand, les deux personnages de Montand et Signoret, donc le couple ensemble, où elle veut se suicider, elle n'y arrive pas, elle a besoin de Ferro pour
se suicider. Donc il la tue, il la suicide. C'est une scène absolument déchirante pour moi. Et c'est d'ailleurs le paradoxe du truc, c'est que on voit, alors qu'il la tue, mais il la tue pas, parce que c'est elle qui fait le geste, mais c'est lui qui accompagne le geste. Et c'est là où on voit donc Ménard, le fameux assistant inspecteur, là, qui entre-temps avait reconnu notre cher Yves Montand sur un portrait robot, qui entre-temps, lui, s'était défiguré au vitriol pour pas être reconnu, mais c'est trop tard. Enfin bon, c'est le délire, c'est la spirale infernale, quoi. Et là, Ménard, il voit cette scène et il comprend ainsi l'innocence de son collègue, alors que, voilà. Et c'est ça aussi, ce cercle infernal étrange, qui finit par un petit peu s'arrêter là, mais Ferro, en tuant le tueur, donc son supérieur commissaire, ne pouvait plus prouver son innocence. Mais au final, il va prouver son innocence indirectement grâce à ce que Ménard fait, où Ménard devient un peu Ferro, en agissant seul, sans prévenir sa hiérarchie, à espionner la nuit, voilà, pour voir. C'est intéressant parce que finalement, Ménard, c'est un peu l'héritier de Ferro, c'est peut-être son exemple aussi indirectement, même s'il l'a énervé pendant le film, et c'est ainsi que Ferro va peut-être avoir une porte de sortie. Alors, porte de sortie ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, on en revient à cette idée de vigilante, où Ferro revient avec... voilà, il n'a pas de masque, hein, mais il a des pansements, des bandages et tout, et il va aider Ménard, il va le sauver littéralement, alors que celui-ci est sur une opération assez musclée, avec des voleurs de convoyeurs de fonds, probablement, un truc comme ça. Et donc, c'est là où il intervient, comme presque une sorte de super-héros, là. C'est vrai qu'il aurait vraiment pu avoir plus, le masque encore, ça aurait été fort. Et il vient sauver Ménard, et Ménard peut-être va pouvoir le sauver après. D'ailleurs, cette idée, il lui remet la montre pendentif avec la photo de Sylvia dans la poche, et peut-être qu'il pourra ensuite... Bah non, on ne sait pas, hein, les tenants et les aboutissants de l'enquête potentiellement, si Ferro pourrait être encore inquiété ou non. Peu importe, le film se termine sur une forme de vision quasi, de résolution étonnante, mais avec une forme d'apocalypse, avec une voiture en feu, coucher de soleil, musique de Lerue par-dessus, et ça s'estompe, on n'en saura jamais plus. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, Ferro aura du mal à s'en remettre, il gardera les stigmates à vie déjà physiquement, mais même moralement, parce que celle qu'il a un petit peu aimée là, de façon in extremis et inattendue, en brisant sa solitude, elle a été assassinée, il a dû tuer son supérieur quand même, c'est compliqué, et en plus, il a fait suicider l'épouse donc de celui-ci. Tout un délire duquel tu te remettras jamais, même si au final, grâce au Python 357, il arrivera à sauver une situation et se donner peut-être un nouvel espoir de vie derrière, mais bon, à quel prix, c'est très compliqué. C'est assez sombre quand même si la fin n'est pas ultra nihiliste, elle a cette forme de fin quand même. Je fais un spoiler, c'est un film passionnant, hein, Police Python 357, c'est toujours intéressant de revenir, ou pour moi là, de découvrir sur le tard, hein, ce genre de film un peu polar à la française de ces années-là. Et Yves Montand dedans, bon, Yves Montand il en a fait des thrillers comme ceci, un peu politiques aussi, souvent avec Costa Gavras bien sûr, mais là, ça lui va bien, c'est un rôle où il a ce côté sombre, solitaire, il y a quelque chose qui fonctionne bien chez Yves Montand quand il joue un personnage un peu contre tous, et qui doit se débattre de cela, etc. Mais là, il y a une forme très, très plombée qui, de toute façon, dans un certain style en tout cas, ne fait qu'annoncer Série Noire. Je sais qu'il y a un film entre les deux, là, que je n'ai pas vu. Il y en a peut-être d'autres après qui sont dans le même genre. Vous me le direz en commentaire, hein, si vous voulez me conseiller d'autres films d'Alain Corneau, bien sûr. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui vraiment prend aux tripes par moment, même si c'est peut-être un peu inégal par moment, peut-être. Voilà, peut-être. Peut-être que ça dure 2 heures, ça aurait pu être un peu plus à l'os par moment, même si ça l'est de façon dramaturgique absolue quand même. Mais voilà, il y a peut-être des petits moments où, bon, c'est petit P, film policier des années 70, ou de cette époque-là, ça traîne un peu, mais tout ce qui peut être géré dans le rythme a aussi son sens, donc on comprend aussi l'intention de l'auteur derrière. Mais oui, c'est très très bien. Puis Simone Signoret est exceptionnelle, alors je renvoie à la zone spoiler pourquoi, plus en détail. Ce côté stoïque, post-le chat, m'a beaucoup plu. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de rôles dans ce style-là, dans les années 70 ou début 80, mais en tout cas, là, ça en fait 2 films d'affilée avec quelques joies qui sont un peu dans l'idée. Et voilà, ça déroule bien. Et c'est un film qui était plutôt plaisant, hein, quand même. Oui, fort plaisant. Enfin, plaisant, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas que j'ai trouvé fort intéressant et passionnant à suivre et à voir. Donc, je vous en fais part ici en vidéo impro. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce film, de sa BO,
l'utilisation, j'ai envie de dire, pas les performances, mais l'utilisation de certains des actrices, acteurs, assez intéressant de la façon dont on les met en place là. Et évidemment, tout ce qui est atmosphère, mise en scène, etc. Je vous attends au tournant. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.